Bonjour très chers compatriotes. Dans ma première intervention, je vous ai dit que je suis pour la révision constitutionnelle. Pourquoi je suis pour la révision constitutionnelle? Je vous ai dit que dans notre pays, nous élaborons des lois qui violent les principes de gestion de l'économie publique et des finances publiques. Et pourtant, ces deux sciences, l'économie publique et les finances publiques, ce sont des sciences par excellence qui organisent la vie et la gestion de l'État. Donc, lorsque ces principes, les principes de gestion de l'État sont violés par nos lois, donc, automatiquement, ça sera difficile que nous puissions atteindre la croissance et le développement de notre pays. Parce que, en sciences économiques, la loi, c'est l'instrument de gestion par excellence qui permet à l'État d'intervenir dans l'économie pour administrer la population, pour administrer les territoires, pour administrer l'économie, pour administrer les finances. Alors, dès lors que la loi elle-même est taillée sur mesure des besoins, des objectifs que les citoyens ou les hommes politiques se fixent, dans le cadre de notre pays, les hommes politiques se fixent l'objectif de partage du pouvoir, partage du territoire comme un gâteau, automatiquement, toutes les lois qu'ils vont mettre sur pied, ça seront des lois qui violeraient les principes de gestion des finances publiques. Voilà pourquoi je vous ai présenté en premier lieu, pour notre Constitution, je vous ai présenté la première contradiction qui est dans notre Constitution. Les finances publiques est indivisible. Mais dans notre Constitution, il y a l'article 1er qui présente le caractère indivisible de l'État, que j'adhère. Il a manqué seulement un seul aspect qu'on devait ajouter, décentralisé. Donc, unitaire, décentralisé. Indivisible ou unitaire, décentralisé. C'est ce qui manque, cet aspect-là. Mais, en dehors de ça, l'article 2 va doter les provinces de la personnalité juridique. Alors que les provinces, ce sont des services publics de l'État, le prolongement, les provinces, le ville, le territoire, le secteur, les communes et autres sont des prolongements de l'État au niveau de la base. Mais malheureusement, notre loi, notre constitution va jusqu'à dire que les provinces sont dotées de personnalités juridiques. Et l'article 171 va jusqu'à dire que les finances de l'État ou les finances des pouvoirs centraux sont distinctes de celles de provinces et des ETD. Alors que la province est un ETD. Mais dans cette constitution, on les lague comme ETD, on les fait sortir en dehors des ETD. Qu'est-ce qu'on appelle ETD? Ce sont les entités territoriales décentralisées au sein de l'État. Donc ce n'est pas en dehors de l'État. Et comme ils sont au sein de l'État, c'est le principe de la décentralisation qui est là. Ce n'est pas le principe de la séparation de l'État. Le principe de la séparation de l'État est réservé aux États fédéraux, mais pas à un État unitaire décentralisé. À un État unitaire décentralisé, la personnalité juridique de l'État est
Ça ne peut pas être plusieurs. Mais dans notre loi, il a été présenté autrement. Et dans mon ouvrage, pour un nouvel appareil de gestion de l'État au Congo-Zaïre, réforme des finances publiques qui s'impose, ça c'est le tome 2, j'ai défini la décentralisation à la page 99. Je vous épargne tout ce que mais je vous présenterai seulement que la décentralisation, je le présente ici dans ce tableau, la décentralisation est pyramidale. Il y a la décentralisation, il existe 3 formes de décentralisation. La décentralisation administrative, la décentralisation territoriale, la décentralisation financière. Donc, il y a 3 formes de décentralisation. Et tout ne présente qu'une seule réalité. Quand on dit la décentralisation administrative, c'est simple. La décentralisation administrative, ça voulait dire l'État est un et indivisible. L'État est un et indivisible, mais il est subdivisé en entités, en circonscriptions, qui gèrent, selon le cas, les parties composantes de l'État. Donc, s'il faut parler de la décentralisation administrative, nous allons voir l'existence de l'État, donc comme gouvernement. À l'intérieur du gouvernement, il y a des ministères. L'ensemble de tous ces ministères-là constitue déjà l'aspect subdivision du gouvernement. Donc, le gouvernement est un, elle est subdivisée au niveau des ministères. Ces ministères, eux aussi, doivent être subdivisés dans toutes les provinces, en direction. Tous les ministères que nous avons doivent être subdivisés en direction, en province. Et ils doivent être subdivisés en division dans des villes et territoires. Et ils doivent être subdivisés en bureaux dans les communes et secteurs au niveau provincial. Et il doit être encore subdivisé à l'intérieur de la commune, dans les quartiers. Et les quartiers subdivisés à niveau de rue et avenue. Et du côté rural, les secteurs doivent être subdivisés en groupements et les groupements doivent être subdivisés en villages. C'est ça la décentralisation administrative et territoriale. Donc, et dans ces documents, nous l'avons présenté comme quoi l'État central, au sommet de la pyramide, c'est l'État central et le gouvernement de la République. En second lieu, il y a des provinces. Aujourd'hui, nous avons 26 provinces. Et à l'intérieur de ces provinces, nous avons des villes où il y a gérées par les mairies. C'est ça l'entité territoriale décentralisée. Gérée par les mairies. La province, c'est une entité, ce sont des entités territoriales décentralisées. Alors, nous avons les territoires. Les administrateurs des territoires. Ils gèrent les entités territoriales décentralisées dans le milieu rural. Et vous allez voir qu'ici, c'est séparé. Vous avez, à partir de provinces, chaque province a des villes et des territoires. Donc, villes, ce sont des circonscriptions territoriales urbaines.
territoires, ce sont des circonscriptions territoriales rurales. Donc, à l'intérieur d'une province, nous devons avoir des circonscriptions territoriales urbaines et des circonscriptions territoriales rurales. Et dans les circonscriptions territoriales urbaines, nous avons la ville qui est composée des communes, et au sein des communes, nous avons des quartiers, au sein des quartiers, nous avons des avenues et rues. Et c'est le même côté, du côté territoire. Au niveau du territoire, nous avons les secteurs. Donc, pour certains, on appelle ça collectivité. Et au sein de secteurs, nous avons des groupements. Au sein des groupements, nous avons 2 villages. La gestion administrative décentralisée, ou je dirais la décentralisation administrative, voudrait que le premier représentant de l'État au niveau de la base soit le chef de l'avenue et le chef de rue. Est-ce que ici dans notre pays, ce sont des chefs de rue qui gèrent l'État à la base? Est-ce qu'ils sont considérés comme agents de l'État? Est-ce qu'ils sont rémunérés comme représentants de l'État? Je crois que vous et moi, vous allez vous rendre compte que nos lois les ont oubliées. Cette constitution les a oubliées. Et pourtant, ce sont ces personnes-là qui doivent protéger l'existence de l'État, l'existence administrative de l'État. Le chef du village sont oubliés. Alors qu'en réalité, ce sont ces personnes-là qui représentent effectivement l'État à la base. Ce sont les représentants du gouvernement à la base. Mais malheureusement, ils ne sont pas reconnus par cette constitution. On va vous dire que c'est la loi sur la libre administration des provinces et des DTD qui les définit. Non, ça c'est la loi fondamentale. Il doit nous présenter le caractère décentralisé clairement, ce qui n'est pas présenté ici. Le caractère décentralisé veut que nous ayons, surtout la décentralisation administrative et territoriale, ça veut que nous puissions montrer que l'État commence par l'existence de chefs de rue et avenue, monter au chef du quartier, monter au chef, au bourgmestre, monter au niveau de la mairie, monter au niveau de la province, monter au niveau du gouvernement central. Tant que cette organisation administrative décentralisée n'est pas présentée dans cette loi, donc nous aurons toujours des problèmes comme la guerre de l'Est, parce qu'en réalité, les chefs de village, les chefs de groupement n'existent plus, personne n'en parle, et c'est facile de commencer à déplacer les peuples, à les placer dans notre pays, parce que les chefs de village, les chefs de groupement dans nos territoires n'existent pas. Et plus grave, cette constitution ne reconnaît pas les territoires comme une entité territoriale décentralisée. Il ne les reconnaît pas. Je vous cite l'article 3. Dans l'article 3, qu'est-ce qui est dit? On dit les provinces et les entités territoriales décentralisées de la République démocratique du Congo sont dotées de la personnalité juridique et sont gérées par des organes locaux. Personnalité juridique, déjà, c'est une entorse, ça ne pouvait pas être dit. Mais on dit, ces entités territoriales décentralisées sont, on commence par la ville, la commune, le secteur, la chefferie. C'est une aberration, ça. Les entités territoriales décentralisées commencent par la province, les villes et les territoires, les communes et le groupement, ou les communes et les secteurs, les quartiers et les groupements, les avenues, rues et villages. Ce n'est pas ce qui est dit ici.
Donc, cette réalité de ne pas présenter les territoires comme circonscription territoriale, c'est déjà ça ce qui est à la base de toutes les guerres que nous sommes en train de vivre à l'Est. Parce que les circonscriptions territoriales comme des territoires ne sont pas reconnus par la Constitution. Les territoires n'est pas reconnu par la Constitution. Bien que dans la loi portant libre administration de province, on est arrivé quand même à récupérer les territoires, mais la Constitution ne les reconnaît pas. Et ça, c'est très grave. Et c'est comme ça, pour certains qui parlent de qui sont avec moi dans le cadre de la révision constitutionnelle d'une manière politique, pour eux, ils disent clairement que c'est à partir de l'absence du territoire qu'on est en train de tout faire pour ponctionner nos territoires au niveau de l'Est. Et nous allons être surpris dans les jours à venir, pop, et le moins à sauter. Vous comprenez? Donc, nous sommes devant une situation où cette constitution doit être révisée du point de vue pour bien asseoir la décentralisation administrative et la décentralisation territoriale. Maintenant, parlons de la décentralisation financière. Qu'est-ce qu'on appelle décentralisation financière? Je n'irai pas par 4 chemins. La décentralisation financière voudrait dire seulement que sur le 100% des recettes réalisées de l'État, nous devons le partager au prorata soit des entités territoriales décentralisées, enfin de la pyramide décentralisée de l'État, partant du gouvernement à son pourcentage, au sein des 100%. Tous les prélèvements que réalise l'État sont des prélèvements de l'État. On ne peut pas les diviser. Mais par contre, on peut dire l'entité, c'est comme si c'est une recette qui est réalisée au niveau de la commune, on peut arriver à dire au niveau de la commune, on a réalisé autant et la commune reste avec 15% et 80% ça monte, 85% ça monte, la ville à 10%, ça monte, la province à 20% et l'État central à 40% ou 60%, selon les cas. Mais c'est une subdivision à l'intérieur. Donc, l'ensemble des finances est pris en un, mais ce sont les pourcentages. Ce sont des subdivisions en pourcentage des ressources budgétaires qui feront en sorte que nous ayons chaque partie une dotation financière. C'est cette dotation financière en pourcentage qui fera en sorte que nous puissions dire que les entités administratives ont une autonomie administrative et financière. Parce que l'autonomie administrative et financière voudrait dire on vous dote d'un certain nombre de pourcentages en termes de ce qui est ressources et vous devez démontrer comment vous allez l'utiliser dans votre budget. Donc, en principe, avec cette constitution, nous ne pouvons pas avoir un budget de l'État vu comme l'ensemble de notre pays. Et même le budget qui est présenté, on parle du budget de l'État, c'est juste le budget du pouvoir central. C'est juste le budget du pouvoir central, alors qu'en réalité, le budget de l'État devait être le budget de besoins exprimés de avenues, de rues, de villages, de groupements, de collectivités, de secteurs, de communes,
de mairies, des chefferies des territoires et des provinces et de l'État central. C'est ça ce qu'on doit appeler budget de l'État. Donc, si vous me suivez très bien, vous allez vous rendre compte que la décentralisation, qui est en même temps un principe et un mode de gestion de l'État, a été violée dans notre Constitution. Et nous ne pouvons pas accepter que ces principes des finances publiques, de l'économie publique et des finances publiques, soient violés. Voilà pourquoi nous sollicitons la révisitation de cette Constitution. J'ai dit et je vous remercie. À la prochaine fois, je vais encore vous parler de maintenant la personnalisation des services publics. Comment ça a été rendu possible et qu'aujourd'hui notre pays est en train de vivre une situation où les trésors publics n'a plus rien parce que tout l'argent de l'État est émietté et on est en train de tout faire pour déposséder l'État de ses moyens. J'ai dit et je vous remercie.